Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules du 31 janvier 2025. Alors, il y a quelque temps, donc il y a eu une affirmation donc de Donald Trump bruyante, à savoir qui a fait beaucoup de bruit, disons, le Groenland. Donc, les États-Unis veulent racheter le Groenland au Danemark, hein, puisque c'est un territoire autonome, mais qui dépend du Danemark. On va refaire un petit tour d'historique tout à l'heure. Également, d'ailleurs, il avait proposé au Canada d'être le 51e État des États-Unis. Alors, effectivement, donc là, le journal là, dont j'ai tiré l'image, alors on voit pas trop, là, il y a juste donc l'image avec où il affirme que c'est pas une blague. C'est effectivement une certaine cohérence, hein, puisqu'on quitte la mondialisation heureuse pour retrouver la politique des blocs. On a la Chine, c'est elle qui a tiré les premiers, avec la revendication de Taïwan, bien que Taïwan, si effectivement c'est peut-être à la base des Chinois, mais qui culturellement ne se reconnaissent pas dans la Chine populaire, mais beaucoup plus dans une culture occidentalisée, donc il y a un choix des populations. La Chine, elle, n'en tient pas compte économiquement, géographiquement. D'ailleurs, Trump, pour le Groenland, en a tiré l'argument en disant, oui, le Groenland est géographiquement fait partie des Amériques. Alors oui, sauf que dans ce cas-là, il fait partie plutôt, ça serait du Canada. L'Alaska, entre parenthèses, ça a aussi été un territoire que les États-Unis ont acheté au Canada. Alors le Canada pourrait peut-être acheter l'Alaska pendant qu'on y est. On va jamais s'en sortir. Et d'où la proposition également logique de Trump qui a tout prévu de proposer au Canada de devenir un État des États-Unis, puisque militairement, bon, il a besoin de l'appui des États-Unis, que ce soit face aux ambitions de la Chine ou peut-être de l'Union Poutine-Chine. Alors, pour rappel, donc, on va au Groenland, eh bien, en fait, ça intéresse beaucoup de monde, ce pays. On va faire un petit rappel de l'histoire. Ça appartient pour l'instant au royaume du Danemark, avec le traité de Kiel, qui a été fait entre Londres, Stockholm, donc la Norvège, Oslo, donc le Danemark. Là, malgré cela, la Norvège a contesté ce traité, considérant, parce que géographiquement, effectivement, elle en est plus proche tout de même que le Danemark, qui en est le plus éloigné des trois. Entre le plus proche, c'est le Canada et également l'Islande, ne l'oublions pas. Alors, en 1933, la Norvège a été déboutée par la Cour internationale de justice, qui a laissé donc le Groenland au Danemark. Alors, il faut savoir que ce n'est pas nouveau, hein, cette proposition. Ça date déjà en 1867. Vous avez eu Truman qui avait fait la première proposition des USA de racheter le Groenland, qui a éventuellement, alors actuellement, plusieurs enjeux. L'enjeu militaire, évidemment. D'ailleurs, de toute façon, il y a déjà une base militaire, la base de Thulé qui a été rebaptisée je sais plus comment, Pipit, je sais pas quoi, là. Bon, je vous dirai plus tard, j'ai oublié, le nom est plus compliqué à retenir. Je vous invite à lire, c'est très bien fait, la page Wikipédia sur le Groenland à ce sujet. Hein. Donc, où j'en étais? Oui, donc il y a l'intérêt militaire, mais les militaires, ils y sont déjà. Vis-à-vis, effectivement, que c'est le chemin le plus court pour envoyer des missiles sur la Russie. Il y a le fait que vous avez les Chinois qui s'intéressent aux terres rares du Groenland. Et s'il est de plus en plus autonome, le Groenland pourrait s'entendre avec les Chinois, ce qui ne va pas convenir ni à l'Europe ni aux États-Unis, certainement. Et d'autre part, eh bien, ça va être la route la plus courte hein, pour passer de l'Est à l'Ouest, puisque vous pourriez joindre très facilement, donc par la route du Nord,
la Russie au Canada, hein, à condition que les gens s'entendent aussi. Hein. C'est pas toujours les problèmes géographiques qui sont cause. Et donc, Trump a fait valoir l'argument géographique en disant géographiquement, ça appartient à l'Amérique. Oui, mais enfin, ça appartient au Canada, d'où peut-être son idée de faire du Canada un 51e État. Et puis le Canada pourrait dire, ben nous, on va racheter l'Alaska. Je ne sais pas si les Américains seraient d'accord. Ou bien, autre proposition, on pourrait dire le Groenland, eh ben il y a des Inuits, peuple de base, des Inuits, il y en a au Canada, et il y en a également d'ailleurs qui venaient de Russie, il y en a les habitants du Groenland, il y a une qui a été peuplée à une époque, puis dépeuplée du fait d'un refroidissement déjà à cette époque, autour de l'an 1000, je crois, de la planète, qui ont totalement déserté donc le Groenland. C'était à ce moment-là, c'était les Vikings qui s'y étaient installés et qui sont allés s'installer en Islande. Donc vous avez l'Islande, hein, c'est les mêmes. Et ensuite, vous avez des gens qui sont partis du Canada, ou peut-être, je suppose, ou d'Islande, je ne sais quoi, des gens du Danemark, et un peu tout le monde, des Inuits, qui sont retournés donc sur le Groenland. Donc on pourrait faire une union économique arctique, centrée justement autour du peuple Inuit, qui lui, au moins, pourrait aussi avoir sa zone géographique. Donc, on va revoir tout ça un peu en détail. Oui, donc il y a les terres rares, il y a l'or, le nickel, le fer, le pétrole. Mais heureusement, on a quand même le Danemark qui, lui, est soucieux des problèmes environnementaux. Et pourquoi il en est soucieux? Eh bien, n'oubliez pas que les eaux chaudes équatoriales remontent jusqu'au pôle Nord, puis, je vais faire de ce côté, puis plongent ensuite en profondeur lorsqu'elles se refroidissent vers les pôles pour retourner à l'équateur. Donc, on a cette boucle, ce qui veut dire que les eaux superficielles plongent à ce niveau, empoisonner les eaux du pôle Nord, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, un peu plus, mais vous tuez l'océan, puisque les eaux superficielles s'enfoncent à ce niveau-là. Et on a d'ailleurs constaté une pollution, je pense, par le plastique en eau profonde, qui vient justement de cette circulation. Qui devrait d'ailleurs, peut-être, qui risque de s'arrêter en plus, si jamais on a un réchauffement climatique très important, ce qui aura des contestants catastrophiques, parce que alors ça, on a un arrêt donc du Gulf Stream, qui aura pour conséquence un refroidissement de l'Europe, et donc on n'aura plus une ère glaciaire qui sera peut-être plus au pôle, mais qui sera en Europe. Bon, voilà, donc il y a des choses, et je parle pas de la mer du Nord qui risque de monter, on est dans les cadres les plus catastrophiques du GIEC, et les Pays-Bas, ça sera bye-bye, plus de Pays-Bas. Donc, on va voir un petit peu ces choses en détail. Hein. Il y a déjà longtemps, j'avais proposé, pour que les gens qui ont à la fois des intérêts économiques communs, refaire une organisation de l'ONU, diviser la planète en zones planétaires où les gens ont les mêmes centres, les mêmes, pôles économiques, parce qu'il faut diviser, il faut limiter les transports géographiques, parce que c'est ça la meilleure condition pour faire des économies, pour moins polluer. Et on a un besoin d'économiser l'énergie, parce qu'il n'y a aucune source d'énergie qui ne soit sans problème. L'énergie nucléaire, j'en parle pas, hein, avec les déchets nucléaires, tout ça, les catastrophes qu'il y a déjà eu. Le pétrole, bon, tout le monde le sait, et de toute façon, effectivement, il y a toujours des nouvelles sources, mais toujours de plus en plus dangereuses à exploiter, et des fois moins concentrées. On a le problème aux États-Unis avec l'exploitation du gaz de schiste, huile de schiste qui va reprendre avec Trump, eh bien l'augmentation des petits tremblements de terre qui pourraient conduire à un grand tremblement de terre. Et là, ça sera un autre problème, c'est que les USA, ils auront à répondre aux problèmes, ça sera peut-être la fin des USA, la fin certainement, mais est-ce qu'ils pourront avoir le temps de sauver leur population si la caldeira de Yellowstone vient qu'à exploser? Parce qu'on vous dit, oh, il n'y a qu'un tiers, il faut les 2 tiers pour que ça fasse, qu'il y ait des dangers pour que ça fasse boum. Sauf, on sait que c'est pas un remplissement qui peut être régulier. La chambre peut très bien se remplir brutalement, notamment sous des effets sismiques,
qui eux sont amplifiés par l'exploitation justement du pétrole. Alors, il ne faudrait sûrement pas qu'ils reprennent les puits là qui sont dans le parc du Yellowstone, juste là où se trouve cette caldeira, hein. Sinon, c'est la plupart des États des États-Unis et une partie du Canada sont condamnés à mort. Donc, que faire de cette population de dizaines de millions d'habitants? Bon, donc on va voir un peu ces zones géographiques que je proposais il y a déjà, je ne sais pas combien de dizaines d'années. Parce que l'ONU, c'est un grand machin maintenant qui sert à rien. Alors, voilà, alors attendez, je ne sais plus comment, il faut que je ferme cette fenêtre, que j'ouvre l'image ONU. Ah, ça apparaît, c'est formidable. Donc, vous voyez, alors attendez, on peut faire bouger l'image en plus, je crois. Ouais. Est-ce que je peux la faire bouger là-dessus? Non. Bon, alors là, ce que vous voyez en haut, c'est le Groenland. Donc, vous voyez une ligne en bleu, vous voyez une zone assurée. La zone assurée, en fait, elle est à cheval à la fois sur l'Union européenne, hein, et à la fois sur une centrale, parce qu'on a différencié l'Union européenne centrale de l'Union européenne méridionale. Vous voyez qu'il y a une partie de la France qui est dans l'Union méridionale, une partie dans l'Union économique centrale. Donc, si vous voulez, le principe, eh bien, on tient compte des longueurs de côte, on tient compte aussi dans les votes, par exemple, des populations, par exemple, pour voter au sein de l'Union Europe continentale, eh bien, on prend la population de la France, pas toute, celle qui est à l'intérieur de cette ligne. Voilà. Donc là, vous voyez, on a des zones en commun avec des zones qui sont à cheval donc sur les deux, en assuré, parce que là, c'est pas le cercle polaire, mais ça serait l'Union Arctique Mer du Nord, parce que ça se tient tout. Et quand vous avez une montée des eaux, et bien là, les pays-là, ils disparaissent, bye bye. Donc, c'est logique qu'ils puissent bénéficier des ressources dues à cette montée des eaux, qui leur permettra peut-être d'avoir une solution pour s'en sortir. Il y a les eaux poissonneuses, si elles viennent être polluées, ils en auront aussi les conséquences. Donc, vous voyez, pour ce qui est de l'Europe, et qui fait partie de cette zone mer du Nord, je mettais l'Irlande, je mettais donc l'Écosse, et peut-être même donc une partie de l'Angleterre, donc ici, plus la côte là qui longe la mer du Nord jusqu'aux Pays-Bas. Ensuite, eh bien, on a la côte là qui est la côte norvégienne. La Suède, elle n'a pas de côte. Et puis, vous avez donc le Danemark. Ensuite, vous avez la Russie, avec la Russie qui, elle aussi, est divisée dans deux unions économiques, c'est-à-dire l'Union économique européenne. Il faudrait que les Russes fassent un petit effort pour se rapprocher des Européens, tout irait mieux. Et Donald Trump de s'entendre avec les Chinois. Et là, donc l'UAC, Union Asie centrale, et vous avez donc le cercle polaire qui, lui, délimiterait la zone russe faisant partie de l'Union arctique. Alors, on va vous en mettre un autre. Voilà. Alors, attends, voir comment il faut que j'aille voir dans l'image ONU plutôt. Mince, propriété, excusez-moi, un petit moment. Parcourir. Voilà, ouvrir. OK. Voilà, donc attendez, on va la descendre, on va bien la mettre. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez. Là, vous avez donc, voilà, grosso modo, côté Russie, là, on suit la ligne du cercle polaire, là. Hein. Et puis, donc, vous avez, par exemple, là, les côtes du Danemark, là, les côtes de la Norvège. On mesure un peu, en faisant un peu des lignes droites, hein, les proportions de côtes, et ça vous donne une proportion d'une société multinationale d'exploitation avec un pourcentage des actions qui serait le même que le pourcentage des côtes de chaque pays
en additionnant donc la totalité des côtes dont on tient compte. Donc là, vous voyez tout ce qu'a la Russie. On va vous montrer l'Amérique maintenant. Alors, il faut que j'aille dans Images ONU Propriété. Donc voilà, donc attendez que je vous la recentre. Là, on a, vous voyez, c'est essentiellement les Américains, ils ont que l'Alaska. Alors, on prend dans ces cas-là le point le plus à l'est, on rejoint au point le plus à l'ouest, et ça vous fait donc la côte. Là également, on fait pareil, enfin, on pourrait aller même juste à la petite île, là, hein, qui appartient au Canada. On va du plus à l'est à plus à l'est. Vous voyez que c'est vraiment le Canada qui en a le plus long, hein. Et pour le Groenland, par contre, évidemment, ou l'Islande, on prend la totalité des côtes, hein, évidemment. Et puis, ensuite, pour ce qui est de l'environnement, ça touche la vie des gens. Donc, on va tenir compte des populations. La population des Pays-Bas, directement, la population du Danemark, de l'Islande, et les zones, je pense, canadiennes, Alaska, ben, il y a un peu de population qui sont au sein du Grand Nord, là. Je ne sais pas trop ce qu'il y a côté Sibérie, mais effectivement, il y a un nombre quand même bien moins important, hein. Donc voilà, c'est surtout, on compte pas les bases militaires, hein, c'est-à-dire les habitants, hein, ceux qui habitent là, tenir compte donc de leur avis pour les normes environnementales. Et eux, à ce moment-là, ça serait effectivement, par exemple, le Groenland qui devrait avoir le plus de le Groenland, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, qui auraient essentiellement leur mot à dire, hein. Et puis, oui, évidemment, le Canada, pour ceux qui habitent dans ces régions. Bon, alors, ensuite, si on a encore d'autres choses à voir. Donc là, vous voyez, bon, on a part d'Esfeld descend jusqu'en bas, là, au niveau des Pays-Bas. Mais effectivement, vous auriez une projection des côtes du Pays-Bas d'une frontière à l'autre qui devrait se faire sur cette ligne-là, hein, sur la ligne de mer du Nord. Donc voilà la partie qui correspondrait donc à cette zone commune. Vous avez la Norvège, là vous avez le Danemark, et puis là donc c'est l'Europe, non la Russie européenne, hein. Donc on voit l'Islande. Là, ça, je sais pas quoi, je vois pas. Et là, vous voyez donc le Groenland. Voilà. Donc, on a tout vu. Alors, je vais vous refaire un peu d'historique. Voilà, on va monter un peu plus le Groenland. Et on va partir donc sur l'historique du Groenland. Sur quoi se basent les rivalités? Alors, je vous fais remarquer, donc effectivement, par contre, attendez, il faudrait qu'on voit une carte où on le voit mieux. Non, c'est bon, ben, on voit pas là-dessus. Bon, en tout cas, regardez sur une carte, vous verrez qu'effectivement, c'est du Canada qu'il est le plus près. Attendez, oui, si, je dois en avoir une, je suis bête. Voilà. Et zut. Hmm. Donc, vous voyez,
Tout ça, c'est le Canada. On voit vraiment les terres canadiennes. Effectivement, le Groenland est dans le cercle géographique le plus. C'est de l'Islande, entre l'Islande et le Canada. Voilà. Donc c'est vraiment quand même, c'est vrai, ces deux pays qui sont les plus proches. Donc dans cette union économique, eh bien, de multinationales, quand on répartit les actions telles qu'on l'a vu, eh bien, il y aurait la gestion, si oui ou non, il y a des puits de pétrole, mais il y a des impératifs environnementaux. Ça ne doit pas être à des trop grandes profondeurs dans des zones inaccessibles, parce que si on pollue cette zone, c'est une calamité. Peut-être bien que si au niveau transport, ça peut être intéressant de faire directement passer les marchandises comme ça, et encore qu'avec les gels, c'est encore pas au point, hein, parce que c'est dangereux. Mais tout doit être normé, contrôlé, limité, en tenant compte donc qu'on accroît la fonte des glaces. Hein. Donc il y a l'or, les terres rares. Les terres rares, eh ben, les Chinois garderont les l'or. Et les terres rares pour les continents américains, Groenland en priorité, une proportion pour la Russie également. Tout ça, ça sera essentiellement, et puis la partie, donc on a dit là, les Pays-Bas, la partie là de la Grande-Bretagne, tout cela, donc en fonction de leur pourcentage de côte, auront donc des actions dans cette multinationale d'exploitation. Ça sera un facteur de paix. Donc on va revoir un peu l'histoire de ce pays. Alors il y a 4500 ans, il aurait déjà été peuplé, donc dans un moment où le climat n'était pas trop méchant. Et ensuite, donc on aurait eu une migration des peuples arctiques avec un refroidissement qui serait fait vers le Canada. Donc ce qui nous explique nos unités là qu'on est retrouvés là. Ensuite, on a eu les Vikings. Donc les Vikings sont venus habiter le sud du Groenland, hein, le sud du Groenland, c'est-à-dire ici. Donc les Vikings qui venaient là-bas d'Europe, hein, ils sont venus là, à partir du Xe siècle. Donc on a vraiment une filiation avec l'Europe du Nord qui est vraiment très très ancienne, dont on doit tenir compte. Hein. Parce que précisément, bon alors... le Danemark, voyons déjà pourquoi il a demandé son autonomie et tout, pourquoi il a l'air de pas trop, et que certains seraient pas tout à fait contre à être protégés par les États-Unis parce qu'ils se disent ben, les États-Unis nous protégeront mieux de la Russie, de la Chine, de ses ambitions. Sauf que Trump, lui, il est intéressé par les mines, il se fout peut-être pas mal des zones environnementales, hein, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut y réfléchir parce que les Groenlandais, je ne sais pas s'ils seraient heureux de plus manger de poisson. Bon. Alors, la faille qu'il y a eu, ça a été effectivement une attitude honteuse du Danemark. Donc, effectivement, si vous voulez, il faut voir une chose, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, hein, au 19e siècle, vous aviez des famines inuites, il y avait des périodes de famine, on tuait les petites filles pour pouvoir nourrir toute la famille. Donc, il y a eu une amélioration des conditions de vie, mais la natalité, elle, n'a pas baissé parce qu'on a eu une prise importante des religions. Il y a eu des missionnaires qui sont allés là-bas, plutôt des protestants, envoyés par le Danemark, hein, qui sont évidemment, comme les islamiques, qui sont pas contre le contrôle des naissances. Donc, le Danemark, à un moment donné, pour arriver à contrôler cette population, parce que ça allait vite poser des problèmes. On n'a que le sud qui est habitable, ne l'oublions pas. Sinon, il fallait avoir peut-être un phénomène de migration. Vous aviez beaucoup de suicides chez cette population. Vous aviez un très bas niveau de vie. Donc, ils ont dit, ben, la seule solution, on va stériliser en douce les femmes. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre des stérilets, d'ailleurs, qui n'est pas du tout adapté, à des filles qui avaient 14 ans, qui, dans certains cas, n'avaient pas eu même de rapport sexuel. Mais le drame dans tout ça, c'est que ça s'est traduit par une stérilisation à vie. Ces filles n'ont pas eu d'enfants. Elles ont fait des hémorragies, elles ont eu des infections, et on ne leur avait pas dit qu'elles avaient un stérilet. Elles ont été vraiment traumatisées par ça, et elles n'en ont jamais parlé. Et c'en est une, donc, qui l'a révélé,
la première, et les autres, on dit ce qui leur était arrivé en allant à l'école. Elles n'osaient même pas en parler. C'était un traumatisme enfoui dans la mémoire. Et donc, elle l'a dit parce que elle avait fait des études, elle était devenue infirmière. Alors, effectivement, si vous voulez, il y a le pour et le contre. Vous avez toujours un moment donné où vous avez une pression qui est faite sur la natalité quand un pays veut augmenter en qualité. Ça s'est fait en Europe, bon, avec justement la religion qui a fait des bonnes sœurs et tout ça, où on avait des fois des familles entières qui se consacraient à la religion. C'est arrivé, vous aviez 4 filles dans une famille qui devenaient nonnes, vous aviez 3 fils qui qui se faisaient curé ou moine, vous aviez les orphelins qui étaient récupérés par les religieux, ça faisait des religieux, donc ça faisait pas de petits. Et par contre, ces religieux s'occupaient de l'éducation, s'occupaient à déboiser pour faire des terres agricoles, et c'est ça qui a fait qu'on a eu une domination de l'Europe au niveau, si vous voulez, de l'avancée technologique par rapport aux pays islamisés. Par contre, les pays islamisés, oui, parce qu'on dit qu'ils ont récupéré, ça a été par les conquêtes qu'ils ont récupéré le savoir-faire des Grecs, que ce soit les Turcs ou les Arabes, Égyptiens, tout ça, de la culture, en fait, chrétienne orthodoxe. Donc, bien plus tard, vous voyez, on retrouve le même phénomène avec cette nécessité de faire monter le niveau de vie qui va passer par un contrôle des naissances. Mais c'est évidemment une mauvaise manière de procéder. Et bon, le passé, c'est pas passé, on ne peut pas le juger, hein, parce qu'on n'est pas dans les conditions du passé. Nous, le présent, ce qu'il faut faire, c'est avoir des accords. Les gens qui sont du pays, maximum 4 enfants, et lorsque vous avez des migrants, eh bien, pas plus de 2. Quand les 2 parents, même s'ils prennent, mettons, la nationalité, on va prendre la France, la nationalité française, si ils sont nés à l'étranger, les 2, ils n'auront pas plus de 2 enfants. S'il n'y en a qu'un des 2, ça sera 3. Et si les 2 sont nés en France, eh ben, ils peuvent maximum avoir 4 enfants. Sinon, ben, s'ils sont étrangers, ils retournent d'où ils viennent. Et s'ils sont français, ben, ils ne toucheront pas les allocations familiales, par exemple. Mais il faut vraiment, vraiment qu'il y ait des conditions à l'aide dans les pays économiques, dans certains pays, ou des conditions d'aide à développement vraiment liées au contrôle des naissances. Alors ça, c'est pour ça qu'il faut s'entendre avec les Chinois, parce que là-dessus, ils sont forts. Hein. Bon, alors, on reprend notre histoire du Groenland. Donc, les Vikings qui sont allés là-bas, hein, donc c'est-à-dire c'est le Danemark, c'est la Norvège, ce qui vous explique pourquoi il y a des revendications territoriales qui viennent de ces pays. Ensuite, le Groenland a été totalement inhabité vers 1500 ans à cause du refroidissement que je vous disais, et ils sont allés dans des terres un peu plus clémentes, c'est-à-dire ils sont allés en Islande, où ils sont retournés donc dans les pays nordiques. Ensuite, les Inuits actuels, eh ben, ils ont migré du haut du Canada. Quand les conditions étaient un peu meilleures, ils sont retournés comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Au XIIIe siècle, donc, le royaume de Danemark retourne là-bas en se disant, on n'a plus de nouvelles, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont peut-être redevenus païens, ils y vont, et ben, il n'y avait plus de Vikings, il y avait des Inuits, et donc, ils ont effectivement reconverti donc, les Inuits. Donc, on avait à cette époque le royaume Danemark-Norvège, ce qui vous explique après que vous avez les deux, Danemark et Norvège, la Norvège étant plus proche que le Danemark, qui revendiquaient donc le Groenland. Alors, les deux sont disputés. Il y a ce fameux traité de Kiel qui finalement donne le Groenland au Danemark. Donc, depuis 1933, c'était une colonie danoise. En 1973, il rentre le Groenland dans la CE avec le Danemark. En 1979, il obtient une autonomie interne et cette autonomie est même renforcée suite à ce scandale de naissance, de stérilisation forcée, là. Il est renforcé, donc, et il est totalement indépendant, sauf pour la monnaie, la défense et la politique étrangère. Ensuite, de 1992 à 2018, oui, alors là, c'est ce que je disais pour le problème des glaces. On a tout de même eu une perte, donc de 1912 à 1918, en un peu plus de 100 ans,
peu moins, oui, un peu plus de 100 ans, quoi, à environ 100 ans, à 6 ans près, on a eu une perte de 3900 milliards de tonnes de glace, qui correspond au scénario le plus pessimiste donc, du GIEC, et une menace directe sur les Pays-Bas. Bon, voilà. Donc là, on a fait le tour. Je vais voir qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre comme image. On va revenir à la France. Un petit instant. Voilà, meurtre d'Elias. Ouais, ouais, ça paraît, voilà. Donc, voilà, donc vous vous rappelez, donc il y a eu encore une histoire de couteau avec ce jeune de 14 ans qui s'est fait poignarder simplement parce qu'il sortait du foot. Hein. Et est revenue sur le tapis la question de l'excuse de la minorité. Alors moi, je dis, c'est pas une question d'excuse, c'est une question si vous êtes mineur. Si vous êtes mineur et que vous avez un comportement, et il y en a tant qui ont un comportement anormal, il y a plusieurs, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas pris en charge, vous n'avez pas été pris en charge, mais depuis longtemps, hein, depuis la tendre enfance, correctement, par des adultes qui vous permettent de vous insérer dans la société. Alors, oh, la faute de la société. Non, je ne dis pas ça. Je dis, où sont les erreurs? Eh bien, quand on fait venir n'importe qui, et peut-être là-dedans des enfants soldats, ça peut aboutir à ça. Donc, contrôle de l'immigration, évidemment. Et s'il y a des problèmes et que l'enfant est mineur, tout le monde repart d'où il vient. Ça va déjà nous simplifier la vie. Ça ne suffira pas. Alors, pour ce vœu-là, ce n'est pas la prison qui peut correspondre, quel que soit, sauf si c'est vraiment d'un sadisme, là ça relève de la psychiatrie. Mais même si c'est un gamin qui file un coup de couteau, ou que ce soit un gamin qui se balade avec un couteau, ou qui amène un couteau en classe, ou un gamin qui va voler n'importe quoi, il faut qu'il y ait ou des parents qui disent « je n'y arrive plus, je suis seul à élever mon enfant, il m'insulte ou je ne sais quoi », une simple plainte de la mère, il faut responsabiliser les parents, hein, parce qu'il y a évidemment la perte des allocations familiales, mais les parents, justement, pourraient anticiper pour éviter les problèmes, parce que je pense que ceux qui devront être punis également, ça doit être les parents. Eh bien, il faut avoir des internats. Alors, internat, quand il s'agit de gamins qui sont un peu mal pris en charge, qui traînent dans les rues, mais qui n'ont commis aucun acte vraiment dangereux, des internats classiques. Si le gamin n'est pas tranquille, eh bien, il ne retourne pas chez lui, c'est sa punition. Si son milieu n'est pas capable de l'accueillir dans des conditions favorables et que le week-end, il traîne dans la rue, il faudrait trouver un système de famille d'accueil. Si maintenant, le gamin est vraiment dangereux, eh bien, il faut des centres d'éducation fermés qui seront exactement au niveau éducation comme les autres établissements, mais avec un encadrement plutôt masculin, on va dire. Hein. Il faut, dans certains cas, je regrette, parce que quand les gens sont habitués à la bagarre, c'est que la loi du plus fort qui compte. Qu'ils soient des petits châtiments corporels, quand c'est des enfants relativement jeunes, comme cela l'était autrefois, quand on a des gens, évidemment, dans d'autres circonstances, il ne faut pas le faire. Mais si c'est des gamins déjà endurcis, il n'y a que ça qu'ils vont comprendre. Et donc, dans ces centres, ils ne sortent pas, même le week-end, si dans la semaine, ils ne se sont pas comportés exactement comme on s'y attend. Alors, pas parce qu'ils sont pas capables de suivre, hein, pas parce qu'ils ont une petite étonnerie, mais soit parce qu'ils font les imbéciles en classe, soit parce qu'ils font absolument, ils refusent de faire leur travail,
soit ils ont commis un délit, soit durant le week-end précédent, ils se sont mal conduits, sont terminés au poste. Ce qui pourrait aussi également soulager les policiers. Les policiers, ils prennent un gamin en train de casser une vitrine, faire le con lors des meutes, ils prennent le gosse, ils l'emmènent direct dans ces internats de centres fermés. Alors, soit c'est dans un établissement, si c'est pas bien méchant, il va, parce que même dans les internats ordinaires, il devrait y avoir des tours de garde. Soit, donc l'enfant n'a pas commis, bon, c'est de la casse matérielle où il traîne, il vole, il est remis donc à l'internat, et le lundi, les parents viendront le chercher et ils iront à la police avec le gamin. Là, et tous les gamins qui sont pris dans ce cadre-là, c'est pas une question de 1 an, 6 mois. Si c'est vraiment un truc accidentel, que le milieu, il n'y a pas d'autres problèmes avec les autres frères et sœurs, je ne sais quoi, on peut reposer la question au bout d'une année. Mais dans chaque fois qu'il y a vraiment un manque d'encadrement ou des actes à répétition, mais à ce moment-là, c'est il faut repousser la majorité à 21 ans. Et jusqu'à 21 ans, ils pourront être en centre d'apprentissage après tout. Ensuite, hein, ils pourront même travailler. Mais ils se retrouveront dans des établissements fermés. Voilà. Et ayant un rôle éducatif. Bon, eh bien, je vous souhaite bonne journée. N'hésitez pas donc à donner votre avis.